Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Gilles Boutin et Jean-Michel Salvatore sont là pour m'accompagner jusqu'à 21h avec Marc Toiti, économiste, conseiller économique et taureau. Je voudrais qu'on écoute, suite à ce vote du budget de la sécurité sociale, Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, qui est lourdement chargé. Et Édouard Philippe, le patron d'Horizon, il y a quelques instants. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez d'impôts pour les insoumis. Voilà, il n'y a pas assez d'impôts pour les insoumis. Donc c'est vrai que les insoumis veulent 180 milliards d'impôts. Donc 2,5 milliards d'impôts, c'est pas assez pour les insoumis. Mais par contre, c'est suffisant pour LR et puis pour Édouard Philippe. Monsieur Rigueur, Monsieur Bonne Gestion, Monsieur Faux cul surtout, Monsieur Hypocrite, voilà, qui arrive avec un groupe qui n'obéit même pas à un ancien Premier ministre qui ne sera donc jamais, on l'espère, président de la République. Parce que quand on a aussi peu d'autorité comme ancien Premier ministre, une boussole qui donne le Sud et que son propre groupe n'arrive pas à voter comme le veut son chef, enfin voilà, tout ça est absolument pitoyable. Autre ambiance, Jérôme Guedj, député PS de l'Essonne, estime que le Parti socialiste a fait son travail. Ce qu'on a fait là, c'est quelque chose d'important parce qu'à l'avenir, immanquablement, si d'aventure on se retrouvait dans des situations d'une tripartition de la vie politique et sans majorité claire, alors on se souviendra qu'on a été capable sur un budget de la Sécu, donc sur un texte extrêmement important, à un moment donné, d'opérer les convergences pour avancer au service des Français et ne pas faire le pari du chaos, de la paralysie et au final de l'impuissance. Ce soir, tous ceux qui ont participé à ce résultat, ils ont fait tout simplement leur job de parlementaire, c'est-à-dire représenter les Français qui leur ont demandé « trouvez-nous des solutions ». On a préféré une solution plutôt que l'inertie et se faisant les difficultés. Voilà, deux salles, deux ambiances. Incroyable. Non mais le résultat c'est le même. C'est-à-dire que je pense que sans vouloir trop faire de politique, mais du côté du PS, je pense que le PS là, les prochaines élections, voilà, LFI votera pas pour eux, ça c'est clair. Donc ils sont perdus. Ils n'avaient pas beaucoup de voix, ça, ils en ont encore moins. Et LR, c'est quand même très inquiétant. LR ou même Édouard Philippe, parce que si on enlève les 18 députés, c'est ça, LR. Donc eux aussi n'ont pas obéi à Monsieur Retailleau, parce qu'il leur a demandé de s'abstenir. Là ils ont voté pour. C'est quand même très surprenant. Donc c'est un petit peu inquiétant parce que ça va mettre dos à dos et LFI et le Rassemblement National. Donc voilà. Donc ça veut dire. Ils sont déjà dos à dos. Oui, d'accord, mais je veux dire, ça veut dire ils votaient de manière commune sur de plus en plus important. Mais encore une fois, ce qui compte, je pense, aujourd'hui, pour l'avenir de la France, c'est donner un horizon. Là, on n'a pas d'horizon. Alors, parlez pas d'horizon parce que c'est le nom d'un parti politique et puis il est assez décrié en ce moment. Jean-Michel. Moi, je trouve insupportable d'entendre Jérôme Guedj ou tout à l'heure même Boris Vallaud expliquer que grâce à ce budget, ils ont fait œuvre utile, les socialistes ont fait œuvre utile, et que finalement ce budget est véritablement au service des Français et protège les Français. Je pense que c'est exactement le contraire. On est en train de creuser un déficit qui est déjà abyssal, 20 milliards, peut-être 30 milliards, et je pense que la vraie question qu'il faut se poser, c'est qui va payer ? Parce qu'en fait, on est en train d'organiser une guerre des générations. C'est-à-dire qu'il va arriver un moment où les jeunes qui vont retrouver toutes nos additions sur le comptoir vont dire on est désolé, mais nous, on ne paye pas. Et en fait, moi, je trouve que cette ce discours sur on protège les Français, c'est exactement le contraire. On est en train de précipiter le pays dans le gouffre, et finalement, moi, je trouve que ce scrutin, ce vote, c'est une démission collective. Vous préférez quoi, Jean-Michel Salvatore ? Voter contre. Voter contre, parce que je trouve que, si vous voulez, il y a deux choses dans ce vote. D'abord, on renonce à la réforme des retraites, qui était vraiment la reine des réformes, qui était une réforme qui était finalement qui était travaillée depuis Macron et depuis l'élection de Macron en 2017. Donc finalement, on raye d'un trait de plume quasiment 10 ans d'efforts. Deuxièmement, suspension. Oui, enfin, il n'y a que vous qui le croyez. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que. Je ne le crois pas, c'est de l'ironie. Oui, bien sûr. Mais le signal qu'on envoie, vous connaissez mal depuis 25 ans. Je vous taquine. Mais je trouve que le signal qu'on envoie, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas d'effort à faire, qu'on s'en sortira sans faire la moindre économie, que tout est facile. Et ça, je trouve que c'est un mensonge, mais un mensonge d'État. Marc Toiti. Oui, d'ailleurs, il faut le dire aux Français, quand la dette publique augmente, en fait, c'est simplement des impôts futurs. Ouais. Parce qu'à la fin, il faut bien régler ses dettes. On ne va pas payer toute la dette, bien sûr, mais au moins les intérêts de la dette, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc il faut bien les financer. Or, aujourd'hui. Et nous, on a peur pour nos enfants, et Jean-Michel pour ses petits-enfants. C'est ça le problème, c'est que juste pour payer
les intérêts de la dette, et il faut encore s'endetter. Vous êtes d'accord, Ce qu'on appelle, complètement, bien sûr, ce qu'on appelle la bulle de l'aide. Et donc c'est ça qui aujourd'hui est très dangereux, c'est qu'on a une situation où voilà, on a une fuite en avant permanente, et un jour ça va bien s'arrêter. Moi j'ai déjà dit à mes enfants de pas en faire d'enfants, parce que si c'est pour payer. Ah, mais non, mais c'est triste ça, non, ne faites pas ça. Non, faut pas dire ça. Pierre. Vous savez que cette année, ce qui s'est passé en France, on revient sur la confiance. C'est la première fois que ça arrive depuis la Seconde Guerre mondiale. Le taux de natalité est passé sous le taux de mortalité. Eh oui, non mais. Donc c'est quand même, là encore une fois, pour le financement des retraites de on demain. vit pourquoi ? On vit pour payer. C'est encore plus inquiétant. Formidable. Donc voilà, il y a ce manque de perspective, ce manque finalement d'horizon, pour prendre le terme, et d'optimisme, parce que c'est ça, d'espoir. Là, simplement, voilà, on a gagné quelques mois. Donc moi, je suis d'accord avec Jean-Michel, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrive justement à regarder vers l'avenir et à prendre des bonnes mesures. Alors peut-être qu'on les prendra un jour en matière plutôt que bienveillante. Un jour, on n'aura pas de choix, je pense. On a la désagréable impression qu'on n'est toujours pas arrivé au pire. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on regarde vers le passé, on se dit qu'à l'époque où il y avait des majorités, encore une fois, confortables, on n'a pas fait les réformes. Même d'ailleurs, Emmanuel Macron s'est fait élire sur la suppression de la taxe d'habitation, qui est quand même un peu à l'origine de tous nos problèmes actuels. Et là, on voit mal ce qui changerait en 2027, puisqu'effectivement, il y aurait toujours cette illusion qu'on peut tout payer. Et ça pose la question, à partir de quel moment on n'a plus le choix. Et j'ai peur qu'on soit vraiment dans une situation dramatique à ce moment-là. Moi, je pense, si vous voulez, j'ai vu tous les dirigeants français depuis des années, je leur ai toujours dit, soit on réformera dans la douceur, soit dans la douleur. Dans la douceur, je crois que c'est trop tard. Non, il ne reste plus que la douleur. Le problème, c'est que on a toujours finalement un double A ou un A+. C'est-à-dire que les agences de notation n'ont pas fait leur boulot. Elles auraient dû dégrader bien plus. A+. Oui, on est A+, et double A-. Donc pour l'instant, Moody's a mis double A- et Standard & Poor's et Fitch, on est A+. Mais c'est encore très sympa. On mérite triple B. On est à 15, 16 sur 20. Voilà, ouais, non, plutôt c'est 13. ce que le maire disait. Oui. Plutôt 13, mais on mérite 9. C'est ce que je veux dire, et encore. Donc ce que je veux dire là, c'est que tant que ça n'arrive pas, et je vous rappelle que ces mêmes agences de notation notaient les dettes subprime, vous savez que quelques semaines avant que ça n'explose, elles notaient triple A. Il faut dire que ce n'est pas des modèles d'efficacité, si vous voulez, elles ont revu un peu leur standard désormais, elles sont plus suivisistes que... En fait, c'est ça le problème, c'est que tant qu'on ne dit pas la réalité, finalement, on achète encore cette dette publique française. Alors, sauf qu'un jour, parce que c'est là où ça va s'arrêter, les taux d'intérêt vont vraiment augmenter. Là, on est à 3,6% sur le taux 10 ans. C'est quand même un plus haut depuis novembre 2011, mine de rien. Mais si on monte à 4, 4,5, alors là, ça va faire mal et là, on n'aura plus le choix. Donc, ça qui est triste, c'est qu'on a eu le choix ces dernières décennies. On aurait pu effectivement sauver la France, faire des réformes. On ne les a pas faites. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, la dépense publique, c'est plus de 57,5% de notre PIB. La dépense. 1700 milliards. Il n'y a pas un pays au monde qui fait plus que nous. Vous vous rendez compte ? En moyenne, 1700 milliards et 1000 européenne. milliards de dépenses sociales. Donc c'est ça qui est dramatique. C'est pareil, quand on 900. dit que la France est un pays ultra-libéral, alors qu'on a 32% du PIB de dépenses sociales, il faut être sérieux, vous voyez. Donc c'est ça qui colle pas. Et c'est vrai, c'est que les Français ne sont pas au courant. Enfin, certains... Il faut le de plus grand en plus. soir, nous dit Marc Toiti Voilà. sur Europe 1. Jean-Michel Salvatore. Oui, mais alors c'est vrai que quand on regarde un petit peu les votes, c'est absolument désespérant. Ah, je les ai. Parce que quand vous regardez par exemple ceux qui ont voté pour, vous avez 9 députés Horizon qui ont voté pour ce budget. Alors que Édouard Philippe a demandé de s'abstenir. 9. Bon. Chez LR, il y en a 18 qui ont voté pour. Ouais. 18. Alors qu'il avait dit de ne pas voter pour. Et au Modem, 36. Alors que vous vous souvenez du discours de François Bayrou sur la dette, etc. Donc, on voit là, si vous voulez, je trouve une démission absolument incroyable, un manque de courage, même même dans les partis de droite qui, en général, avaient fait du sérieux budgétaire, finalement, l'une de leurs valeurs cardinales. Vous parlez de François Bayrou. Moi, je me souviens surtout de cette interview croisée avec les 4 chaînes d'infos avec le Premier ministre. Et on parle de la dette. Et Sonia Mabrouk dit à François Bayrou, vous êtes comptable de la dette. Vous êtes comptable avec tous les autres responsables politiques. Et là, on sentait que ça vacillait. Il ne savait pas trop quoi répondre. Puisque vous parlez des Républicains, écoutons Bruno Retailleau qui a critiqué justement ces quelques personnes de son groupe qui ont voté pour. C'est un budget qui permettra sans doute au gouvernement, Emmanuel Macron, de durer un peu plus. Mais c'est un budget qui emmène la France dans le mur. Et je le regrette profondément. Laurent Wauquiez avait appelé à l'abstention. Il aurait dû prôner de voter contre. Non, j'avais indiqué aux députés, vous savez, c'est difficile. Parce qu'on est dans un moment de confusion et chacun essaie de limiter la casse. J'avais indiqué, moi, que j'étais pour la position contre, mais aussi pour l'abstention pour les députés qui, en fonction de leur conscience, souhaitaient s'abstenir. Donc, j'ai pas plus de commentaires à faire. Ah ouais, mais alors là, si on commence à dire, mais je suis contre, mais je suis pas pour. Non, mais quand j'ai dit que j'étais pas pour, j'ai pas dit que j'étais contre. Enfin,
Vous savez, c'est ce film Prête-moi ta main avec comment il s'appelle, Alain Chabat, qui dit mais j'ai jamais dit que je n'aimais pas les hamsters, j'ai dit qu'ils me mettaient mal à l'aise. C'est pas exactement pareil. Ah, pardon, mais on est en train de jouer sur les mots là. Non, mais le drame, moi, ce qui m'effraie, c'est que finalement, effectivement, tous les partis ne pensent qu'à une seule chose, augmenter les impôts. C'est-à-dire quand on voit par exemple que, maintenant ça a été retoqué, mais on voulait augmenter ce qu'on appelle l'impôt sur la fortune improductive en augmentant l'impôt sur l'assurance vie, en ponctionnant donc sur l'assurance vie. Qui a fait cette loi? C'est pas le LFI, c'est le MoDem. Vous voyez, donc moi c'est ça qui m'inquiète, c'est que même des partis entre guillemets de gouvernement ne pensent qu'à une seule chose, c'est augmenter les impôts. Et personne ne pense à réduire la dépense publique. On vous dit oui, il y a des économies, oui, mais c'est une moindre hausse. C'est-à-dire ça continue d'augmenter, mais moins que ce qui était prévu. Donc il faut changer de logiciel. Vous oubliez que le patron du MoDem, qui était François Bayrou, puisqu'on parle de lui, avait appelé à voter Ségolène Royal contre Nicolas Sarkozy. Donc, et puis surtout, sa grande erreur, c'est de dire tout ce qui se passe c'est à cause des Français. Si vous vous souvenez, il a dit non, c'est pas à cause de moi, c'est à cause des Français. Oui. C'est évidemment à cause des dirigeants qui ont pris les mauvaises décisions. C'est ce que dit le président actuel aussi. Exactement, bien sûr, c'est pareil. Il dit il y a eu une dissolution, il y a eu 3 couloirs de nage imperméables après aux législatives 2024. En même temps, les Français ont voté. Oui, enfin, accessoirement, il y a eu un front républicain et des arrangements dans l'entre-deux tours. Oui, Jean-Michel. Ouais, mais moi, je suis pas de cet avis parce que je trouve que malgré tout. Ah bah alors, c'est pas grave. Alors, voilà. Je vais faire comme Pascal Pro. Vous n'êtes pas de cet avis, alors vous sortez. J'ai le droit de continuer ou pas? Oui, 30 secondes parce que non, parce que je trouve que quand même les Français choisissent toujours les cigales aux fourmis, à chaque fois. Quand vous avez Mitterrand-Rocard, ils choisissent Mitterrand. Oui. Quand vous avez Mitterrand-Giscard, ils choisissent Mitterrand. Oui. Quand vous avez Chirac contre Barre, ils choisissent Chirac. Quand vous avez Chirac contre Balladur, ils choisissent Chirac. Mais Jean-Michel, etc. on va vous dire un truc terrible. Du temps de Mitterrand, il y avait encore du pognon. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Ouais, non, mais reconnaissez quand même, c'est pas uniquement de la faute des hommes politiques, c'est aussi un peu de la faute des Français. Je connais la règle, à mon avis, et l'origine de cela, c'est parce qu'il n'y a pas de culture économique. Donc effectivement, c'est ça qui est dramatique. Et les politiques, même les économistes, malheureusement, parfois, ont entretenu surtout la culture. Cette non-culture. Et on a une culture de lutte des classes, ce qui fait que voilà, effectivement, on va préférer la fuite en avant, sans comprendre, parce que c'est du bon sens, qu'à la fin, c'est soit nous, soit nos enfants qui allons payer. C'est la culture de l'opinion, c'est-à-dire qu'il faut entendre les Français, mais régir en fonction de ce que dit l'opinion. Il y a un très bon bouquin de Jacques Julliard, d'ailleurs, paix à son âme, qui est sorti, je crois, en 2008 ou 2009, sur la reine, l'opinion. C'est au Café Voltaire, je vous recommande. Et c'est très intéressant. Merci beaucoup, Marc Toiti, de nous avoir éclairé, comme d'habitude, 20h43 sur Europe 1. À tout de suite.